Pendant des décennies, Guy Marchand a fait sourire le public sans jamais lui demander de le regarder de trop près. Il était vif, ironique, séduisant et inlassablement divertissant. À l'écran, il incarnait la confiance, l'esprit et la maîtrise. Mais derrière cette voix familière et ce demi-sourire, Guy Marchand manquait silencieusement de temps, d'argent et de force. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu intensément, ri de sa propre chute et quitté ce monde avec presque rien, si ce n'est des souvenirs. Un enfant de Belleville, un homme en uniforme. Guy-Émile Marchand est né le 22 mai dans le 20e arrondissement de Paris, un coin populaire de la ville façonné par la pénurie, le bruit et la survie. Il grandit à Belleville, un quartier encore marqué par les séquelles de la guerre et de l'occupation, où l'on apprenait la vie très tôt et où les illusions étaient vite dissipées. Son père était ferrailleur, réparant des voitures quand le travail se présentait, entouré de métal, de moteurs et d'odeurs de graisse. Sa mère restait au foyer, tenant un ménage qui n'a jamais connu l'excès. L'argent était toujours compté. Le confort restait fragile. La stabilité semblait appartenir à d'autres familles. À l'âge de 10 ans, Guy Marchand frôla la mort. La tuberculose le frappa violemment, l'obligeant à de longs mois d'isolement et de faiblesse physique. Pour un enfant qui sentait déjà à quel point la vie pouvait lui échapper, la maladie fut un tournant. Pour se rétablir, il était régulièrement envoyé à la campagne, dans la Sarthe, loin de Paris et de son tumulte, dans un temps qui semblait s'écouler autrement. Là, monté sur le cheval d'un fermier voisin, il découvrit un sentiment de liberté qui ne le quitterait jamais. L'équitation lui apporta l'équilibre, la vitesse et l'impression de reprendre le contrôle d'un corps qu'il avait trahi. Ce garçon fragile ne devint pas prudent. Il devint impatient. Le besoin de mouvement, de risque et de fuite s'installa durablement. Le retour à Paris ne l'adoucit pas. Adolescent, il fréquenta le lycée Voltaire le jour, se fondant dans des salles de classe qu'il trouvait étroites et prévisibles. La nuit, il s'échappait dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés, jouant de la clarinette dans des sous-sols enfumés où le jazz régnait et où les règles se dissolvaient. La musique n'était pas encore une ambition, c'était une question de survie. Le jazz lui permettait de disparaître dans le son, de distancer l'angoisse, de se sentir vivant sans avoir à se justifier. Déjà, il vivait à un rythme implacable, il dormait peu, travaillait sans relâche et faisait davantage confiance à l'instinct qu'à la structure. La discipline, lorsqu'elle apparaissait, n'était acceptée que si elle servait sa liberté. Cette discipline arriva finalement sous l'uniforme. Guy Marchand effectua son service militaire comme élève officier de réserve à la base des troupes aéroportées de Pau. Il se forma comme parachutiste, obtint son brevet, puis servit comme sous-lieutenant. Pendant la guerre d'Algérie, il fut affecté comme officier de liaison au sein du 3e régiment étranger d'infanterie. Il parla rarement en détail de cette période. Ce qui restait visible, c'était la posture, l'autorité et un certain silence. Plus tard, il dira avoir sauté d'un avion environ 60 fois au cours de sa vie, comme si le danger n'était qu'un fait parmi d'autres, à constater sans le dramatiser. Ironiquement, ce fut l'armée qui lui ouvrit la porte du cinéma. Son expertise en parachutisme l'amena sur le tournage du film Le jour le plus long en tant que conseiller technique. Il n'était pas encore acteur au sens classique, mais il était déjà plongé dans le monde du récit. Il observa comment les rôles se construisaient, comment les images se façonnaient, comment la présence comptait autant que les dialogues. Cette expérience fit naître une idée discrète mais durable. Il comprit que le jeu ne commençait pas toujours sur une scène. Au début des années 70, Guy Marchand entra pleinement dans le métier d'acteur. Il ne cherchait ni la célébrité ni la reconnaissance. Il poursuivait l'élan, le mouvement, une façon de rester en avance sur l'immobilité. Ses premiers rôles furent de souvent secondaires, parfois coupés, parfois négligés. Pourtant, les réalisateurs le remarquèrent. Ils voyaient un homme à la fois crédible, dangereux, ironique et fatigué. Il ne ressemblait pas à un héros traditionnel,
Il ressemblait à quelqu'un qui avait vécu, survécu et porté des choses qu'il n'expliquait pas. Cette authenticité devint à la fois sa plus grande force et le début d'un fardeau long et complexe. Le succès sans la sécurité. Au début des années 70, Guy Marchand travaillait régulièrement, mais la stabilité ne l'accompagna jamais vraiment. Il devenait familier du public sans jamais être protégé par l'industrie qui l'employait. Son nom figurait dans des distributions respectées, son visage aux côtés de stars confirmées, et pourtant sa position restait précaire. Il était à la fois utile, apprécié et remplaçable. Il construisit sa carrière sur la présence plutôt que sur des contrats, sur la confiance plutôt que sur des garanties. Dans Boulevard du Rhum, il partagea l'écran avec Lino Ventura et Brigitte Bardot, s'imprégnant de la rigueur d'acteurs qui connaissaient à la fois le pouvoir et ses limites. Ce fut une leçon de retenue. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il observait, apprenait, attendait. Dans Cousin, Cousine, il révéla une facette plus instable, incarnant un homme rongé par le ressentiment et l'instabilité émotionnelle. La performance était inconfortable, volontairement peu aimable et profondément humaine. Ses rôles ne firent pas la une, mais ils façonnèrent le regard que les réalisateurs portèrent sur lui. Guy Marchand devint un acteur sur lequel on pouvait compter pour apporter de l'épaisseur, de la tension et de la crédibilité sans jamais réclamer la lumière. Le véritable tournant survint lorsqu'il maîtrisa l'art de l'autorité sans excès. Dans Coup de torchon, sa contribution relevait davantage de la suggestion que de la démonstration. Il comprit que la menace n'avait pas besoin de volume. Dans Garde à vue, incarnant l'inspecteur adjoint face à Lino Ventura, il livra quelque chose d'encore plus rare, la retenue. Il ne dominait pas les scènes, il les ancrait. Cette interprétation lui valut le César du meilleur acteur dans un second rôle. Ce fut une reconnaissance publique, mais pas une transformation. Le prix confirma son talent sans modifier sa situation. Il était respecté, mais pas sécurisé. Célébré, mais jamais à l'abri de l'incertitude. La musique demeurait une promesse non tenue, courant en parallèle de sa carrière d'acteur. Guy Marchand croyait profondément en sa voix et en ses instincts musicaux. Il aimait le jazz, le tango et l'élégance des ballades de crooner. Il enregistra des albums avec sincérité, mais la plupart passèrent inaperçus, sans trouver un public assez large pour le soutenir. Puis vint Destinée. Écrite comme une plaisanterie pour une comédie estivale, la chanson n'avait jamais vocation à le définir. Lorsqu'elle devint un immense succès, se vendant à des centaines de milliers d'exemplaires, il se sentit exposé plutôt que fier. Ce succès l'embarrassait car il contredisait l'image qu'il avait de lui-même en tant que musicien sérieux. Pour aggraver les choses, des conflits autour des droits d'auteur vinrent empoisonner l'épisode. Ce qui aurait pu devenir un ancrage financier se transforma en une nouvelle contradiction ironique de sa vie. La télévision lui offrit enfin une visibilité nationale. Nestor Burma débuta comme un film, puis devint une série de longue durée qui le transforma en visage familier des foyers français. Pendant plus de 10 ans, les téléspectateurs suivirent de son détective, spirituel, cynique, solitaire et charmeur. Le personnage lui correspondait parfaitement. La série le rendit célèbre d'une manière que le cinéma n'avait jamais atteinte, et elle payait bien. Des années plus tard, il reconnaîtrait ouvertement avoir gagné beaucoup d'argent grâce à ce rôle. Mais l'argent, pour Guy Marchand, n'était jamais destiné à rester. Il vivait comme si demain était facultatif. Chevaux, voitures, femmes, maisons, il collectionnait les expériences plutôt que l'épargne. Il investissait de manière émotionnelle et instinctive, jamais stratégique. Il en riait publiquement, se qualifiant de « touriste » de la vie. Il dépensait généreusement, souvent avec imprudence, convaincu que l'élan finirait toujours par revenir. Lorsque la série prit fin, les revenus diminuèrent. Mais le train de vie, lui, ne changea pas. Il continua à travailler, non plus poussé par l'ambition, mais par la nécessité. À 60 et 70 ans, le schéma était irréversible.
Le succès lui avait offert la liberté sans la protection. La célébrité lui avait apporté les applaudissements sans la prévoyance. Et l'homme qui faisait sourire des millions de personnes chaque semaine était déjà hanté, en silence, par la seule chose dont il ne riait jamais: vieillir. Vivre vite, dépenser plus vite. Lorsque Guy Marchand atteignit la cinquantaine, la trajectoire de sa vie n'évoluait plus. Elle était figée. Il était admiré, reconnaissable, rarement sans travail, et pourtant demeurait étrangement vulnérable. Le succès l'accompagnait, mais jamais la sécurité. Il n'avait jamais appris à ralentir, et plus encore, il n'en avait jamais eu envie. La modération lui semblait être une trahison de tout ce qu'il pensait que la vie devait être. Ce que les autres appelaient excès, il le nommait intensité. Ce que certains voyaient comme de l'irresponsabilité, il l'interprétait comme de la liberté. Les chevaux n'étaient en pas un simple loisir pour Guy Marchand. Ils représentaient un retour à la survie de l'enfance. Depuis sa guérison de la tuberculose, l'équitation symbolisait pour lui le contrôle face à la peur et à la fragilité. Dans le Luberon, près de Lacoste, il créa l'El Gocho Polo Club, s'entourant d'animaux exigeant une attention constante, du temps, de l'argent et une présence quotidienne. Les voitures portaient une charge émotionnelle comparable. Les modèles américains, en particulier, le fascinaient. Ils lui rappelaient son père, les moteurs, le métal, le mouvement sans hésitation. Une voiture n'était jamais seulement un moyen de transport. C'était une déclaration. Sa Chevrolet Bel Air, restaurée avec minutie, brillait comme un monument à la nostalgie et au refus, belle, coûteuse et peu pratique. Pendant longtemps, ses revenus absorbèrent ses passions. Nestor Burma payait bien et la télévision le maintenait visible et pertinent. Il vivait confortablement, parfois avec faste, convaincu que le rythme se poursuivrait. Mais Guy Marchand n'ajusta jamais ses dépenses lorsque le sommet fut dépassé. Le travail ralentit, les cachets diminuèrent, mais ses habitudes restèrent intactes. Les chevaux avaient toujours besoin de soins. Les voitures exigeaient encore des restaurations. La vie devait continuer à se vivre à plein volume. Il parlait de ses finances avec une franchise déconcertante. Dans les interviews, il plaisantait sur le fait d'être constamment à découvert, comme si la dette était une vieille connaissance. Il évoquait sa banque de Cavaillon presque avec tendresse, décrivant son banquier comme une présence régulière dans sa vie. Chaque semaine apportait un nouvel appel. Chaque semaine, il promettait qu'un nouveau rôle arriverait, que le cinéma le sauverait encore. Parfois, c'était le cas. Le plus souvent, cela ne faisait que retarder l'échéance. La musique, qu'il avait un temps espéré voir le définir, devint une autre source de frustration. Malgré son véritable talent et sa culture musicale, ses albums restèrent largement ignorés. Ironiquement, Destinée, la chanson qu'il prenait le moins au sérieux, devint son plus grand succès commercial. Il détestait ce constat. Il la qualifiait de plus grande honte de sa carrière, non parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle avait réussi pour des raisons qu'il ne respectait pas. La chanson le poursuivit partout, réduisant son identité à un unique refrain ironique. En vieillissant, le travail devint moins un choix qu'une nécessité. Il acceptait des rôles non pour se réinventer, mais pour rester à flot. Téléfilm, second rôle, apparition brève, chaque cachet comptait. Il reconnaissait ouvertement qu'il était heureux de travailler parce qu'il était fauché. Il n'y avait plus de honte dans cet aveu. La fierté avait cédé la place au pragmatisme. Dans la sphère privée, son monde commença à se rétrécir. Le mas provençal du Luberon, autrefois rempli de chevaux et de mouvements, devint insoutenable. Il le quitta discrètement, sans amertume, pour s'installer dans une villa plus modeste des Alpilles. Les proches remarquèrent le changement. Il parlait moins de projets futurs et davantage de fatigue. L'énergie qu'il avait longtemps définie était désormais comptée. Malgré tout, il refusait le regret. Il n'a jamais qualifié ses choix d'erreur. Il affirmait avoir vécu pleinement, aimé librement et n'avoir répondu qu'à lui-même. Sa tragédie ne résidait pas dans l'excès,
mais dans l'omission. Il n'avait jamais anticipé le déclin. Il ne s'était jamais préparé à la dépendance. Et le temps, qu'il avait toujours considéré comme négociable, commençait à réclamer son dû. Le déclin, la maladie et la peur de devenir invisible. Dans ces dernières années, Guy Marchand ne pouvait plus distancer le corps qu'il avait porté si loin. L'homme qui sautait autrefois d'un avion et vivait à l'instinct commença à ralentir d'une manière qu'il ne contrôlait plus. Il parlait publiquement de problèmes de vésicule biliaire et d'un essoufflement persistant qu'il minimisait avec humour, mais ses proches voyaient bien le changement. Marcher devenait difficile. La fatigue s'installait rapidement. Les apparitions demandaient de l'effort, non plus de l'assurance. Au moment où il accepta de tourner la dernière partie, tout le monde comprenait la vérité non dite. Ce serait très probablement son dernier rôle. Sur le plateau, il demeurait élégant, discipliné et professionnel, mais le coup physique était évident. Les longues journées l'épuisaient. Les dialogues exigeaient une concentration qui autrefois venait sans effort. Macha Merrill, qui incarnait son épouse dans le téléfilm, se souvint plus tard de l'inquiétude de toute l'équipe. Il savait que le tournage le mettait à rude épreuve. Il savait que le temps n'était plus de son côté. Ce qui faisait le plus souffrir Guy Marchand n'était pas la douleur, mais la perte d'image. Selon Macha Merrill, il était profondément affecté par l'idée d'être perçu comme diminué. Il redoutait de devenir une version de lui-même qu'il ne reconnaissait pas, un homme cloué sur un fauteuil, dépouillé de son ironie, de sa séduction et de son autorité. Pour lui, l'identité avait toujours été liée à la présence. Lorsque cette présence s'estompa, son désir de s'attarder s'estompa aussi. En coulisses, sa santé continua de se dégrader. Début 2022, il fut victime d'une grave infection nosocomiale. La situation était critique. Il dira plus tard qu'il avait failli mourir. C'est son fils Jules qui intervint, restant à ses côtés, s'opposant, refusant d'accepter que tout soit terminé. Guy Marchand lui attribua le fait de lui avoir sauvé la vie. Ce moment marqua un basculement. L'indépendance céda la place à la dépendance. La fierté fit place à la gratitude. Jules s'installa avec lui à Molégèse. Leurs journées devinrent plus calmes. Ils lisaient ensemble, regardaient des westerns, montaient à cheval quand cela était possible. Les conversations ralentirent, mais gagnèrent en profondeur. Lorsque la fille de Jules, Charlie, naquit, Guy Marchand sourit autrement. Il était devenu grand-père, une chose qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Pendant un bref instant, la vie lui offrit de la tendresse sans mise en scène. Pourtant, le déclin se poursuivit. Ses déplacements nécessitaient de l'aide. Les interviews se firent rares. Les apparitions publiques disparurent presque entièrement. Les inquiétudes financières ne le quittèrent jamais, mais elles ne dominaient plus ses pensées. À ce stade, la peur était plus simple et plus lourde. Non pas celle de mourir, mais celle de disparaître avant que la mort n'arrive. Ceux qui le connaissaient ressentaient une forme de résignation, non de désespoir. Il avait vécu intensément et accepté les conséquences. Mais l'acceptation n'effaçait pas la tristesse. Le corps était devenu une limite qu'il ne pouvait plus négocier ni avec le charme ni avec l'humour. Et dans les derniers mois, tout se resserra autour d'une seule réalité inévitable. La fin n'était plus théorique. La mort sans héritage, une vie sans filet de sécurité. Guy Marchand s'est éteint paisiblement à l'hôpital de Cavaillon le 15 décembre, 10 jours avant Noël. Il avait 86 ans. L'annonce est venue de ses enfants, Jules et Ludivine, dans un bref communiqué qui ressemblait à la manière dont il a quitté ce monde. Sans spectacle, sans drame, sans préparation. Pour le public, cela marquait la fin d'une voix familière et d'un visage connu. Pour sa famille, c'était le début d'un constat silencieux. Il n'y avait aucun patrimoine à organiser, aucune maison à transmettre, aucun compte d'épargne à partager. Une fois les démarches administratives accomplies, la réalité était simple et brutale. Le compte bancaire était à découvert. Guy Marchand n'avait laissé que des dettes, pas des biens. 1 an après sa mort, il n'y avait toujours aucun conflit d'héritage, pour la raison la plus évidente.
Il n'y avait rien à se disputer. Il avait tout dépensé. Ce dénouement en a surpris plus d'un. Après tout, il avait travaillé pendant des décennies. Il avait tenu le rôle principal d'une série télévisée diffusée sur le long terme, joué dans des dizaines de films, et était resté visible jusqu'à un âge avancé. Mais ceux qui écoutaient attentivement n'étaient pas pris au dépourvu. Il parlait ouvertement de ses finances dans les médias, riant d'être dans le rouge, reconnaissant que le cinéma le sauvait mois après mois. Il n'a jamais prétendu être prudent. Il n'a jamais feint la sagesse. Jules et Ludivine, nés de son mariage avec Béatrice Châtelier, ont grandi avec un père charismatique, imprévisible et intensément vivant. Ludivine est devenue avocate, choisissant la structure et la stabilité. Jules est resté plus proche, surtout durant les dernières années. À Molégès, il partageait le quotidien de son père lorsque l'indépendance n'était plus possible. Ils avaient construit une routine fragile faite de livres, de westerns, de chevaux et de longs silences. Lorsque Charlie, la fille de Jules, est née, Guy Marchand a tenu juste assez longtemps pour la voir arriver. Ce fut un dernier cadeau, offert sans calcul. Derrière cette tendresse se cachait pourtant une vérité plus difficile. Guy Marchand n'avait jamais préparé ce qu'il laisserait à ceux qui resteraient. L'amour, oui. La transmission, non. Il a laissé des souvenirs, des photographies, une clarinette, des manuscrits tapés à la machine. Pas une fortune, pas une sécurité. Ses enfants ont pleuré un père, pas un héritage. Certains ont parlé d'irresponsabilité. D'autres ont vu une liberté poussée trop loin. Guy Marchand, lui, aurait sans doute parlé de cohérence. Il avait vécu comme il l'entendait, dépensant sans crainte, laissant à demain le soin de se débrouiller. Au final, demain appartenait aux autres. Ce qui demeurait n'était pas l'argent, mais une légende façonnée par la contradiction. Généreux et égoïste, discipliné et imprudent, fier et vulnérable. Un homme qui refusa le compromis, même avec le temps. Guy Marchand a vécu intensément et quitté ce monde avec presque rien, sinon son histoire. Pensez-vous qu'une vie pleinement vécue justifie ce qu'elle laisse derrière elle? Dites-le nous en commentaire, et si vous appréciez les récits qui regardent au-delà de la célébrité et du succès, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous suivre pour découvrir d'autres vies méconnues derrière des visages familiers.